Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose puisque ce sont vos histoires et vos témoignages que je vais raconter. J'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a cumulé plus de 3,8 millions de vues où je parle des violences conjugales et vous avez été pas moins d'une centaine de personnes à m'écrire et à me raconter les horreurs que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Au début, je pensais que vous aviez juste besoin d'une amie, d'une oreille attentive, de quelqu'un qui vous croit, un espace où vous pouviez juste raconter vos histoires parce que ça fait du bien de parler aussi et surtout de parler à une inconnue. Je pense que beaucoup ont du mal à parler de ça avec leurs proches et là, vous vous êtes senti peut-être un peu plus à l'aise avec une inconnue qui ne vous jugera pas. Et j'ai essayé d'être cette oreille attentive du mieux que j'ai pu. En tout cas, je vous ai répondu, je vous ai tous lu. C'était extrêmement bouleversant pour moi. C'était pas évident à lire parfois parce que vous avez joint aussi des photos, vous avez joint des preuves à tout ça, etc. Et je vous remercie de votre confiance. Je pense que si je ne l'avais pas lu, j'aurais pas eu conscience du nombre de victimes et du nombre de personnes qui vivent ça au quotidien. Et ça m'a fait réfléchir aussi énormément. Et cette démarche aussi, c'est grâce à une abonnée qui m'a dit « Tu peux te servir de mon histoire pour sensibiliser ». Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai récupéré certains de vos témoignages avec votre accord. On va raconter vos histoires, pas dans le but de raconter des histoires choquantes. On n'est pas là pour faire du storytelling ou je sais pas trop quoi. Le but de la manœuvre, déjà, c'est que vous vous sentiez moins seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se renferment en pensant que vous êtes les seuls à vivre ça. Vous êtes énormément de personnes à vivre ça. Vous n'êtes pas tout seul. On vous croit. On vous croit. Il faut que la honte change de camp. Parce que les seuls monstres dans cette histoire, ce sont les agresseurs. Et ce ne sont surtout pas les survivants et survivantes que vous êtes. La manœuvre aussi, c'est qu'on soit plus alerte. Pourquoi je dis ça? Deux choses. Premièrement, il y a une mécanique qui se met souvent en place, que j'ai pu retrouver dans énormément de témoignages, où on se rend compte que c'est souvent la même manière de procéder qui se met en place. Donc déjà, qu'on soit plus alerte à certains profils de personnes. Deuxièmement, pour que nous, on puisse aussi repérer certains signes que ça va mal chez certaines victimes, qui sont nos amis, nos proches, notre famille, etc. Il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées si une personne avait pris la parole à ce moment-là, si une personne vous avait tendu la main à ce moment-là. Donc on va aussi, nous, en tant que personne, voir ce qu'on peut faire pour venir en aide à ce genre de personnes. Et, désolée si je suis un peu maladroite dans mes termes. Et aussi, vous donner les outils nécessaires pour vous sortir de cette situation, si possible. Et voilà, donc on va pas perdre de temps. On va aller directement dans le premier témoignage. S'il vous plaît, si vous êtes sensible, là c'est le petit trigger warning, si vous êtes sensible aux violences physiques, psychologiques, aux emprises, etc., aux AS, ça va être très difficile pour vous de regarder cette vidéo, donc je vous invite à regarder autre chose. Et c'est parti, bienvenue dans Coffee with Kiki. Installez-vous confortablement avec votre café et écoutons les témoignages avec la plus grande des bienveillances, s'il vous plaît. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Ah oui, avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'avais modifié certains détails, certains lieux, certains prénoms, etc. pour pouvoir garder l'anonymat de cette personne. Donc voilà. Enfin de tous les témoignages d'ailleurs. Et voilà, c'était juste la petite information que j'ai oublié de vous donner. Donc c'est parti, on commence avec la première histoire. Hello, je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et je viens de tomber sur ton TikTok. Je peux te partager mon témoignage s'il peut aider à sensibiliser. J'ai pas vraiment vécu de violences conjugales traditionnelles comme on les imagine, mais j'espère que ça peut quand même aider si quelqu'un se reconnaît dans la situation. J'étais en couple avec un garçon depuis mes 19 ans. Je l'ai quitté définitivement en décembre 2025. On n'a jamais vraiment habité ensemble. On allait soit chez les parents de l'un ou de l'autre, mais on n'a jamais eu d'appartement ensemble. Il faut savoir que j'ai des TCA. TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et que quand on s'est rencontrés, lui et moi, j'étais dans une grosse période d'anorexie, donc j'étais très faible physiquement.
Du coup, pour tout ce qui était relation intime, j'avais pas de désir et honnêtement, j'avais pas non plus l'énergie. Donc je lui ai fait comprendre que ce serait compliqué pour moi et au début, il a accepté sans problème en disant que c'était pas important dans l'immédiat. Au fur et à mesure du temps, il s'est montré plus demandeur et parfois même triste que je ne veuille pas avoir de rapport avec lui. Donc j'ai essayé de prendre sur moi. Entre parenthèses, elle dit « Je regrette énormément, il ne faut jamais faire ça » pour pouvoir le soulager puisqu'il se plaignait de douleur à cause du fait qu'il soit excité mais qu'on ne fasse rien. Après 1 an ensemble, vraiment à quelques jours de fêter notre premier anniversaire, je reçois un DM, le fameux « Coucou ma belle » et elle m'envoie des captures d'écran de conversation avec mon copain de l'époque qui prouvent qu'il m'a trompée avec elle. Je décide de ne rien lui dire et d'attendre d'être chez ses parents pour lui en parler seul à seul dans sa chambre. Sa chambre se situe au grenier, donc on pouvait sans problème discuter sans être entendu. Je ne perds pas de temps, dès qu'on arrive, je lui montre simplement toutes les captures d'écran en restant calme. Même moi, j'étais étonnée de mon sang-froid sur le moment. Et je pense que c'est ce qui l'a énervé le plus. Il m'a pris le téléphone des mains pour effacer les captures d'écran sans même s'excuser ou se justifier. Donc j'ai essayé de le lui reprendre et sans prévenir, il m'a juste frappé au visage. Une gifle du revers de la main qui, avec mes 45 kilos de l'époque, a suffi à me faire tomber sur son lit. Honnêtement, je m'attendais au scénario classique, lui qui s'agenouille et qui pleure pour me demander pardon, mais il m'a juste regardé avec toute la haine du monde et il m'a littéralement craché dessus. Je suis descendue, peut-être 3 minutes après, au premier étage pour aller à la salle de bain me nettoyer les cheveux et j'ai vomi sur le coup du stress. Le soir à table, avec ses parents, il faisait comme si de rien n'était. Moi j'avais la pommette rouge, mais personne n'a cherché à savoir pourquoi et honnêtement, j'étais contente que personne ne le fasse sur le moment. Quand on est remonté, il m'a expliqué que s'il m'avait trompée, c'était de ma faute, que je ne voulais pas avoir de rapport avec lui, mais que j'étais une grosse bip à côté. Ce sont ses mots. J'ai mis un bip au lieu de l'insulte. Parce qu'il était persuadé que je le trompais, ce qui n'a jamais été le cas. À partir de ce jour-là, j'ai l'impression que la relation a complètement changé. La violence physique s'est accentuée. Il a commencé à me rabaisser sur mon corps, me montrant des photos de filles plus bonnes que moi parce que j'étais squelettique. Il me frappait de plus en plus souvent. Et à chaque fois, c'était parce qu'il avait repensé à une anecdote que je lui avais racontée, en s'imaginant que je lui dissimulais des détails. J'ai dû quitter mon job étudiant chez Quick parce que les vestiaires étaient mixtes. J'ai dû bloquer mes amis garçons et mes cousins sur les réseaux sociaux. Même mon petit frère, j'ai été obligée de le bloquer. Un soir, il y a moins d'1 an, il a pris un couteau rétractable. Il l'avait acheté à la brocante le jour même et il m'a dit « Je vais envoyer un message à ton ancien collègue et s'il dit un mot de travers qui prouve que tu as eu un comportement de bip, je te coupe les seins. » Je pense que c'est le jour où j'ai eu le plus peur parce que les coups qu'il me donnait, coups de pied, de poing, etc., c'était une douleur supportable, selon moi. C'est pas logique, mais sur le moment, je voyais ça comme ça. Alors que se faire découper littéralement la chair, ça m'avait l'air beaucoup plus barbare en comparaison. L'ancien collègue en question n'a jamais répondu, donc il s'est énervé, mais il ne m'a pas blessé avec le couteau. Il m'a mis des coups. Ça, c'était l'événement le plus violent, mais il y en a beaucoup d'autres. À chaque fois que l'on se voyait, je prenais des photos de mes bleus. J'avais fini par en parler à ma meilleure amie après l'incident du couteau, donc on récupérait un maximum de preuves. J'ai fini par le quitter en décembre dernier grâce à elle, et là je suis en train de réunir des preuves pour pouvoir porter plainte contre lui, parce qu'il est venu il y a quelques semaines devant chez moi, le 12 juin, pour fêter nos 3 ans ensemble. Je ne sais pas s'il est cruel, érotomane ou juste qu'il s'ennuie, mais il est venu avec plein de cadeaux pour moi, comme si on avait toujours été ensemble. Pour les AS, il m'a forcé plusieurs fois à lui faire des F, pour ceux qui comprennent, mais jamais en me menaçant physiquement. Il me menaçait d'aller voir ailleurs, donc je ne sais pas vraiment si je peux porter plainte contre lui pour ça. Tout d'abord, merci Justine pour ton témoignage. Moi, j'ai vu les photos que tu m'as envoyées par mail et même si j'ai déjà lu cette histoire, que j'ai bossé dessus pour la vidéo, etc., ça me bouleverse toujours autant de relire vos messages parce que c'est tellement monstrueux, en fait, c'est tellement cruel de
de se dire qu'il y a des personnes comme ça sur Terre, c'est terrifiant. Je suis vraiment désolée pour ce que tu es en train de vivre, Justine. En tout cas, je suis très fière de toi. Et c'est super que tu fasses la démarche d'aller porter plainte. Tu as tout notre soutien, on te soutient à 100%. Et d'où l'importance d'en parler autour de soi. Vous voyez, là, elle en a parlé avec sa meilleure amie. C'est génial qu'elle puisse être entourée de cette personne-là et qu'elles aillent au bout des choses. Et franchement, t'es très très courageuse. On t'envoie toute notre force. Et je voudrais juste dire un dernier truc. Encore une fois, je suis pas avocat ni rien du tout, mais je peux pas juste lire de manière neutre vos messages, parce que si je fais aussi la démarche de lire vos témoignages, c'est parce que c'est un sujet qui me touche profondément. Ça me fait toujours beaucoup de peine de lire toutes ces horreurs. Mais je voudrais juste dire ça aux jeunes femmes, aux plus jeunes en tout cas, et même aux garçons. Je n'ai pas eu de retour sur les hommes sur ça, d'ailleurs dites-moi en commentaire, mais en tout cas pour les jeunes femmes, elle dit à un moment, j'ai eu des rapports parce que, en fait vous savez, au bout d'un moment, on culpabilise. On se dit, le pauvre, il est patient avec moi, même si j'ai pas envie d'avoir de rapport, il est frustré, il a mal, il est triste, il est... En fait, non, 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 non et non. Je suis désolée d'être aussi radicale, mais les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, peu importe que votre copain passe par toutes les phases émotionnelles qu'il veut, qu'il pleure, qu'il s'énerve, tout ce que vous voulez, déjà c'est pas normal. C'est déjà votre premier signal d'alarme. Un homme n'est pas censé vous faire culpabiliser parce que vous ne voulez pas avoir de rapport avec lui. Déjà à partir de là, c'est stop, ça dégage. Ne vous forcez jamais, ne prenez jamais sur vous pour avoir des rapports, pour pouvoir faire plaisir à la personne en face. Parce que elle est suffisamment égoïste pour en avoir rien à faire, que vous preniez sur vous, que vous vous sentiez mal, que vous n'en ayez pas l'envie. La personne en a rien à faire et vous prenez sur vous pour lui faire plaisir. Non. Ça, c'est non. Et je vous parle comme une grande sœur, comme je parlerai à mes nièces, comme je parlerai si un jour j'ai des enfants. Je vous dis ça avec la plus grande bienveillance du monde. C'est facile d'être manipulé sur l'affect parce qu'on est sensible parfois, parce qu'on est empathique, parce que ceci. Mais la personne en face de vous n'a absolument aucune empathie pour vous. Il n'y a aucun moment où on vous aime, on te dit je t'aime, mais on te fait culpabiliser parce que tu ne veux pas avoir de rapport. Dans ce cas-là, là, de Justine, elle a littéralement des TCA. Elle n'est pas du tout en état d'avoir des rapports. Mais malgré ça, je suis triste, j'ai mal, gna gna gna. Non, c'est non. C'est dégueulasse de faire ce genre de choses. Et ça, c'est déjà votre premier signal d'alarme. En tout cas, Justine, merci pour ton témoignage. J'espère qu'il en aidera beaucoup. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de mécaniques similaires qui se mettent en place, dont la manipulation, etc. Restez attentifs. Restez attentifs et attentives. Voilà. Donc, on t'envoie toute notre force. Et tiens-nous au courant d'ailleurs pour la suite, quand tu auras porté plainte. Tiens-nous au courant, écris-moi et on te fait plein de bisous. On passe au second témoignage. Celui de Lucie. Je m'appelle Lucie. Aujourd'hui, j'ai bientôt 16 ans. J'ai rencontré mon petit ami sur Discord. Nous avions des amis en commun. J'avais 14 ans, lui en avait 17. À aucun moment, je n'aurais imaginé qu'il puisse me faire du mal. On va l'appeler Marc. Pour le nouvel an, Marc est venu me voir. Il habitait à Paris, moi en Suisse. C'était la toute première fois que nous nous rencontrions en vrai. Il devait rester 3 jours. Il ne dormait pas chez moi, mais il passait quasiment toutes ses journées à la maison avec moi. Le 1er janvier 2025 était son avant-dernier jour. Et pourtant, pendant près de 5 mois, il m'a été impossible de me souvenir de ce qui s'était passé cet après-midi-là. C'est comme si cette partie de ma mémoire avait complètement disparu. Je vivais avec un immense trou noir. Pourtant, sans comprendre pourquoi, je ressentais déjà les conséquences de ce que j'avais vécu. Je ne saurais pas expliquer, mais
Je me sentais sale, je passais des heures sous la douche. J'avais l'impression d'être vide, comme éteinte de l'intérieur. Mais à ce moment-là, je ne savais même pas que j'avais subi une AS. Pendant les mois qui ont suivi, j'étais comme en pilote automatique. Aujourd'hui, ma psychiatre m'a expliqué que c'était, une manière pour mon cerveau de me protéger. Une réaction inconsciente après un traumatisme. L'amnésie traumatique est un mécanisme de défense. Lorsqu'un événement est vécu comme insupportable, le cerveau peut empêcher temporairement l'accès aux souvenirs afin de protéger la personne. Cela ne signifie pas que le traumatisme disparaît, il reste présent et continue souvent de s'exprimer autrement, par des angoisses, des cauchemars, des comportements inhabituels ou une profonde détresse psychologique. Puis parfois, des mois, parfois des années plus tard, le souvenir refait surface lorsque le cerveau estime que la personne est en capacité de l'affronter. Sans comprendre pourquoi, j'avais complètement changé. D'habitude, je suis quelqu'un de très joyeux, je souris beaucoup, je parle facilement avec les autres, j'aime rire. Mais après ce qu'il s'est passé, je n'étais plus la même. Mes proches l'ont remarqué. J'étais devenue beaucoup plus triste, je parlais de moins en moins, je me renfermais sur moi-même et surtout, j'ai recommencé à me scarifier alors que j'avais complètement arrêté avant cette histoire. Le 24 mai 2025, après une journée particulièrement difficile, tout est revenu, d'un seul coup. Les souvenirs, les images, les flashbacks, puis les cauchemars. Ma psychiatre m'a expliqué que j'avais vécu une amnésie traumatique. Mon cerveau avait enfoui ce souvenir parce qu'il était trop violent avant de le laisser remonter lorsque j'étais capable de l'affronter. Pendant plus de 4 mois, j'ai continué à dormir dans le lit où Marc m'avait vue, sans même le savoir. J'ai déménagé peu de temps après. Je n'ai pas réussi à en parler à mes parents tout de suite. En juillet, je participais à un séjour en Angleterre lorsqu'un flashback a déclenché une importante crise de panique. J'ai fini par tout raconter au personnel du camp. En raison de la loi britannique, ils étaient obligés de prévenir mes parents. C'est comme ça que ma mère l'a appris. 20 jours après les faits, j'avais déjà été hospitalisée en psychiatrie pendant 1 mois et demi. À cette période, on m'avait diagnostiqué un trouble borderline, un trouble de la personnalité qui se caractérise notamment par une grande instabilité émotionnelle et une souffrance psychique. Avec le recul, ce diagnostic s'inscrivait dans un contexte de traumatisme majeur. En septembre, j'ai effectué un dépistage des MST. Les résultats étaient négatifs. En novembre, j'ai décidé de porter plainte. Je n'étais plus seule. Mes parents et mon frère m'ont soutenue dans cette démarche. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entourée. Avec le recul, je repense aussi à Marc. Il savait manipuler les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Il mentait facilement. Il semblait incapable de mesurer les conséquences de ses actes sur les autres. Il n'avait aucune empathie. Pendant notre relation, il continuait notamment à parler avec son ex qui n'avait que 12 ou 13 ans. Malgré tous ces comportements qui me paraissent aujourd'hui évidents, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me faire subir un V. L'affaire a ensuite été portée devant la justice suisse, puisque les faits se sont déroulés en Suisse. J'ai porté plainte avec le soutien de mes parents et de mon frère. Lors du premier procès, Marc a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison ferme pour des faits commis sur une mineure de moins de 16 ans. L'amnésie traumatique a également été reconnue par la justice comme une circonstance aggravante. Mais il a décidé de faire appel. Aujourd'hui, il est en détention provisoire. Et demain aura lieu le procès en appel. Je bénéficie aussi d'une ordonnance de protection. Il n'a pas le droit de se trouver dans la même ville que moi, sauf dans le cadre de la procédure judiciaire. Je ne serai pas présente au tribunal, je préfère me protéger. Aujourd'hui, les conséquences sont encore là. Je ne supporte toujours pas qu'un homme me touche, même mon père, même mon frère. Je souffre aussi d'anxiété, mais j'apprends à vivre avec. Après ce qu'il s'est passé, j'ai également traversé une période d'hypersexualisation. Pendant longtemps, j'ai cru que montrer mon corps était une façon d'être aimé ou apprécié. Avec le recul, je comprends que c'était une conséquence du traumatisme. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je poursuis mes études, j'ai de très bonnes notes, je continue de construire ma vie.
Il y a encore des jours où j'ai du mal à réaliser que tout ça m'est arrivé, comme si une partie de moi gardait encore une certaine distance avec ces souvenirs. Mais je refuse que cette histoire me définisse. Je refuse qu'elle décide de la personne que je suis. Je suis devenue beaucoup plus attentive à certaines situations, plus en alerte. Il y a des comportements que je remarque immédiatement aujourd'hui, alors qu'avant, je n'y aurais jamais prêté autant d'attention. Si j'ai accepté de raconter mon histoire, c'est parce que je ne veux pas qu'elle tombe dans l'oubli. Je veux que les victimes sachent qu'elles ne sont pas seules. Je veux aussi que les personnes qui m'écoutent comprennent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Peu importe notre âge, peu importe notre sexe, on pense toujours que ça arrive loin de nous. Moi aussi je le pensais. Et pourtant, j'avais 14 ans. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que raconter mon histoire, c'est peut-être permettre à quelqu'un de reconnaître les signes, de se protéger ou d'oser demander de l'aide. Peut-être aussi redonner foi en la justice. Il y a des conséquences à leurs actes. Et si une seule personne y parvient grâce à ce témoignage, alors tout ça aura eu un sens. Alors déjà Lucie, un grand merci à toi pour ce message. Je trouve il est rempli d'espoir. Il est rempli d'espoir parce que comme tu disais, il y a des conséquences à leurs actes. Et ça fait du bien de voir que la justice fait son travail. Donc voilà, tiens-moi au courant par message, tu m'écriras, tu me diras comment s'est passé cet appel et cette décision en appel, c'est comme ça qu'on dit. Et effectivement, ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas supérieur à ces personnes-là. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Et elle parle d'énormément de choses qui sont très intéressantes. Elle parle d'hypersexualisation. Il y a beaucoup de femmes après ça, ou d'hommes aussi. Je parle beaucoup de femmes parce que j'ai reçu majoritairement des témoignages de femmes. Mais il y a beaucoup d'hypersexualisation après ce genre de trauma aussi. Chacun a des réponses au trauma et chacun deal avec ça à sa manière. Et le corps et le cerveau fait ce qu'il peut pour protéger la victime. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent dire survivant et survivante. Je suis vraiment désolée pour ma maladresse si parfois je n'emploie pas les bons termes. Mais on parle voilà, d'amnésie traumatique. C'est pas rien. Le cerveau essaye aussi parfois de protéger. Et c'est pour ça que c'est important aussi de... Vous savez, toutes les personnes qui disent « Ah, mais c'est que maintenant que tu portes plainte. C'était il y a 10 ans. » Oui, mais chacun deal comme il peut avec ses traumas en fait. Déjà, il y a dans son cas, elle, de l'amnésie traumatique. Il y a pour des personnes, ça peut durer des années, des années, des années. Mais au-delà de ça, il y a aussi juste des personnes qui se disent je vais enfouir tout ça et ça va passer au bout d'un moment. Et puis qui se réveillent 10 ans plus tard et qui se rendent compte que ça les a détruits complètement de tout enfouir, de ne pas en parler. Et qui se disent ok, bah, c'est le moment de se battre. Et vous avez tout mon soutien, vraiment. Et encore une fois, merci pour la confiance que vous m'accordez. Et j'espère que je raconte vos témoignages correctement en tout cas. Et j'ai trouvé vraiment ton histoire remplie d'espoir en tout cas. Donc ça c'est plutôt positif. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait que 2 témoignages parce qu'encore une fois, le but c'est pas de faire... voilà, 1 milliard de témoignages comme ça. Je prends vraiment le temps de tous vous lire, de voir tous les éléments que vous m'apportez aussi quand vous me racontez vos histoires, que je prends aussi le temps de réécrire pour pouvoir en parler correctement, avec vos validations bien sûr. Donc voilà, ça prend du temps, c'est un travail assez fastidieux. Et surtout, bah, je suis qu'un humain, donc parfois je suis juste... je lis vos histoires et j'ai juste... besoin de temps pour deal avec tout ce que je ressens aussi parce que je suis pas un robot qui traite les témoignages. Des fois vraiment je suis en larmes devant vos messages et j'espère en tout cas que la démarche vous fait du bien, que vous avez voilà un espace pour parler. Ça c'est très important pour moi. Il faut que ce qu'on fasse ait du sens. Il faut que les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. Ça sert à ça. Et vraiment un grand merci pour votre confiance parce que ça me touche.
ça me touche vraiment. Je me dis que vous vous sentez à l'aise de venir m'en parler et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour moi et j'espère, voilà, je serai toujours là. J'essaye en tout cas. Et voilà. Et je vous embrasse et j'ai encore beaucoup de témoignages en attente là sur lesquels je dois bosser. Dites-moi si vous voulez qu'on continue des épisodes dans ce sens-là dans le podcast. On dévie un petit peu du podcast, mais en même temps, ça fait partie de ce que je veux faire. C'est mieux vivre tous ensemble. C'est quand même ça l'idée de Coffee with Kiki. C'est apprendre à mieux vivre tous ensemble. Et ça vient s'inscrire là-dedans parce que en repérant certains mécanismes, en repérant certains signaux que ça va mal chez certaines personnes, etc., c'est aussi comme ça qu'on apprend à mieux vivre tous ensemble. Donc c'est important pour moi. Et voilà, donc dites-moi si vous voulez qu'on fasse un autre épisode sur le sujet. Et je vous embrasse, je vous envoie toute ma force. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et je vous mets en description des associations qui peuvent vous aider. Je vous mets en description tous les éléments qui peuvent être utiles dans vos démarches. Battez-vous. Je sais que c'est pas évident, mais battez-vous. Et surtout, restons vigilants, s'il vous plaît, avec nos proches, avec nos amis, avec notre entourage, parce que on ne sait pas ce que les gens vivent une fois que la porte est fermée. Donc voilà, je vous embrasse. C'était Coffee with Kiki. C'est tous les mercredis sur ma chaîne YouTube et sur toutes vos plateformes de streaming. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, c'est Call Me Kiki. Je crois qu'il y a 2 i sur le premier Kiki. Et voilà, et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et pensez à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et on se retrouve bientôt. Bisous et à bientôt sur ma chaîne.